Les amis, bienvenue sur le premier épisode de l'Eutube. Donc là, on va se retrouver directement avec Pierre-Adrien Hélène, organisateur et producteur de soirées dans Paris. Voilà, ça va être magnifique. On va aller au Babylone, on va passer une soirée avec lui. Demain, on sera en interview directement avec lui. On va être un peu dans les backstage, tout ça. N'hésitez pas à liker, commenter pour plus de vidéos, les gars. On a 15 minutes de route pour le bridge. Il est 21h38, début de la soirée à 23h. Et c'est parti. Ce soir, bienvenue à Babylone. On attend ce soir entre 2000 et 2500 personnes. Il se trouve qu'on a booké un DJ qui s'appelle Ugel. Donc Ugel, c'est un des plus gros DJ du monde en Deep House. Donc du coup, voilà, il y a un petit peu de pression, un peu de stress forcément. Voilà, vous allez pouvoir me suivre effectivement pendant toute la soirée pour découvrir un petit peu l'envers du décor d'un producteur d'événements et que vous puissiez un petit peu vous rendre compte de ce qui se passe quand on organise une soirée avec 2500 personnes à Paris avec un guest comme Ugel, connu dans le monde entier. Les amis, j'espère que tout le monde va bien. C'est parti pour la grosse soirée de Babylone le 20 décembre. On attend PA qui est à l'origine des soirées parisiennes comme le Babylone. Il a fait la terrasse, bref, il en a fait plein. On se retrouvera demain directement sur l'interview. Je vous laisse me suivre pour l'avancée de la soirée et c'est parti. Avec d'autres artistes aussi, pareil, qu'on va faire jouer en guest. Et en gros, lui, il a le bras très très long. Ça, c'est un avantage. Là, ils sont en train de préparer toute la DA, toute l'organisation. Les gars, c'est incroyable. Hein. Franchement, faut faire partie du truc. Là, je pense que ce sera les spots. Oh, mais regardez toutes les enceintes, c'est aberrant. Moi, j'ai commencé à faire la présentation. Voilà. Ça va, ils nous ont bien reçu. Ouais, super. Ouais. Tu vas bien? Ça va partir comme ça tout de suite, comme ça c'est fait. Le plus important, la drogue. Voilà. Ça, c'est ce qui fait qu'on peut réussir la soirée. Non, c'est des boutons de manchette, hein, je précise. Parce qu'on travaille toujours en boutons de manchette. Vous avez fait le bon choix, c'est pas encore. Je veux que de vous faire kiffer. Voilà, je veux que tu nous fasses kiffer. On a la dernière édition de Babylone sur l'année 2024. Ouais, c'est ça. Venez, voilà. Alors, je vais être un côté de moi, normalement, c'est celle-ci. Donc c'est là où tu reçois les invités. Non, pas du tout. Ça, c'est la loge où juste nous, on va ranger nos affaires, etc. C'est un endroit un peu safe dans la soirée. Ok, là où tu peux poser tes affaires tranquillement. Ouais, exactement. Tranquille. Donc, alors, je vous refais un peu le topo. Donc, ce soir, bienvenue à Babylone. Donc, voilà, on attend ce soir entre 2000 et 2500 personnes. Il se trouve qu'on a booké un DJ qui s'appelle Ugel. Donc Ugel, c'est un des plus gros DJ du monde en Deep House. Et donc du coup, c'est ce qui fait qu'après 2 ans de travail, bientôt 2 ans, 1 an et... Que t'es sur Babylone et ou 8 sur mois. toutes tes soirées? Non, sur Babylone. Ça fait 6 ans que j'organise des événements, mais on a créé Babylone il y a un peu plus d'1 an et demi. Et voilà, c'est parce qu'on a fait déjà de nombreux noms qui étaient tout aussi top, mais un petit peu moins, on va dire, connus et avec un rayonnement un petit peu moins important, qu'aujourd'hui on peut atteindre un artiste comme Ugel. Et j'espère que c'est le début d'une grande liste de super artistes dans la Deep House connus à travers le monde qu'on va pouvoir faire à Babylone. Il faut savoir que le Bridge, ça fait partie du top 5 des plus grands lieux à Paris pour accueillir du monde, avec le Terminal 7, le Fantôme pour ce qui est intérieur, et puis après les arénas évidemment, et pour ce qui est extérieur, c'est la Clairière, Bagatelle, voilà, tous ces lieux-là que je vous ai cités. Hors les arénas, si je dis pas de bêtises, c'est des lieux Paris Society. On est chez eux ce soir, nous on est producteurs de l'événement, c'est-à-dire qu'on est locataire. C'est-à-dire que nous, on paye un loyer à Paris Society pour être ici ce soir et que toutes les recettes et les rentrées d'argent, ça nous revient directement. Voilà, pareil, on paye le DJ, on paye l'alcool, on paye tous les gens qui travaillent, que vous voyez, que ce soit les prestataires, les chefs de rang, les serveurs, les barman, même les personnes qui font le ménage, tout le monde de A à Z. Et donc du coup, voilà, à l'heure actuelle, ce soir, je pense qu'il y a une petite soixantaine de personnes qui travaillent, sans compter les RP, communicants, etc., qui seront pour la plupart là ce soir, mais pas forcément tous. Voilà, moi j'arrive toujours un petit peu après les autres, puisque je suis en train soit de téléphoner ou soit d'envoyer des messages aux clients importants et aux personnes qui vont faire le chiffre, puisque vous allez voir la soirée là en 2 temps. C'est-à-dire que y a les personnes qui viennent et qui prennent le ticket, qui vont au bar, ce qui est évidemment très important. Ça c'est une masse de personnes, ce soir ça va être entre 1500 et 1800 personnes. Donc voilà, ça représente un chiffre d'affaires qui est conséquent dans l'événement. Et voilà, moi, mon travail précisément, c'est de m'occuper de ces 300-400 personnes et de faire en sorte que ces 300-400 personnes, elles soient, on va dire, contentes et qu'elles passent une expérience hors du commun, vraiment sympa, qui sort de l'ordinaire
et qui se démarque de toutes les autres boîtes de nuit, que ce soit à Paris ou ailleurs. Voilà. Ugel, c'est le plus Ouais. gros guest sur l'année 2024. C'est ce que tu voulais faire sur le closing de l'année. Comment ça s'est passé en gros? Comment tu as eu l'idée de mettre Ugel en place? Est-ce que tu as une relation particulière avec lui? Est-ce que tu l'as déjà call? Alors, Ugel, effectivement, c'est le plus gros artiste de Babylone en 2024, mais aussi de Babylone depuis le début. Donc voilà, c'est le plus gros artiste qu'on fait sur tous nos événements confondus. Maintenant, voilà, j'aime pas dire gros artiste, petit artiste, il n'y a pas de gros artiste ou petit artiste, il n'y a que des artistes qui viennent et qui font leur art, qui proposent leur moment. On n'avait pas de relation personnelle avec lui, bien au contraire, on est passé par son agent. Pour être honnête avec vous, je n'ai jamais parlé de ma vie, voilà, mais je connais évidemment tous ses sons. Comment on en est venu à faire Ugel? C'est simple, on voulait faire des artistes qui sont dans le moment, qui sont vraiment talentueux. Donc on a écouté et réécouté des sets, des vidéos, etc. de différents artistes. Puis au final, c'est avec Ugel qu'on est allé le plus loin jusqu'à conclure et jusqu'à signer. Voilà, c'est un challenge, on va dire, chaque mois ou chaque mois et demi à chaque Babylone de trouver un nouvel artiste et de voir un petit peu, on va dire, ce qu'on peut proposer. Pour la Deep House, c'est un milieu qui est très particulier. Voilà, je vous en dirai plus aussi peut-être plus tard sur comment ça s'est passé avec son management et comment se passe en fait tout simplement, pas qu'avec Ugel, mais avec tous les DJ, le management des artistes. Et voilà, nous en tant que producteurs d'événements, comment on arrive au final à qu'ils viennent. Voilà, c'est pas forcément chose facile. Quelquefois, on a un petit peu du mal à ce qu'ils repartagent, on va dire, les stories et tout. Ça fait partie du jeu, on n'en veut pas. On comprend que c'est pas des machines à promotion non plus. Il faut aussi un petit peu comprendre qu'un artiste, il vient pour faire sa vibe et il vient pas que pour ramener du monde et ramener des tables, même si c'est vraiment en partie ce qui nous intéresse quand on prend un DJ de ce calibre-là. C'est de le faire connaître à notre communauté, mais également de faire connaître notre soirée à de nouvelles personnes. Et pour leur expliquer, là, pour qu'ils comprennent un peu, est-ce que tu es plusieurs sur Babylone? Vous êtes plusieurs? Vous êtes combien sur la direction artistique? J'ai pu voir le directeur artistique tout à l'heure. Comment ça se passe un peu le management? Toi, tu gères un peu le management de la direction artistique. Comment ça se passe? Sur Babylone, on est 5 personnes. On était un petit peu plus à avoir fondé Babylone, puis au final, à l'heure actuelle, on est 5. Donc avec Gianni Pellegrini, Mathieu Guérin, Léo Guérin, Virgile Costa et moi-même. On a chacun des rôles différents, mais Babylone, c'est pas seulement les 5 personnes qui l'ont fondé, c'est également toutes les équipes avec qui on travaille, c'est les responsables de salle, c'est les chefs de rang, c'est les barman, je vous disais tout à l'heure aussi, c'est les personnes qui font le ménage, c'est les personnes qui font la communication. Chaque personne, le passe-bouteille, qui travaille pour Babylone, sont des gens qui permettent la réussite de l'événement et le fait qu'on puisse le réitérer régulièrement. Donc, c'est-à-dire que la soirée qu'on fait ici ce soir à Paris, on l'a également faite à Londres, Madrid, Malte, Mykonos, Saint-Tropez, Ibiza et dans 5 ou 6 autres villes. On est assez fiers, on va dire, d'avoir réussi à internationaliser cette marque et on a pour but chaque année, tant que la marque existera, de faire des World Summer Tours, donc dans différents endroits, peut-être pourquoi pas les prochains en Italie ou même en Asie. C'est quelque chose qui nous parle pas mal. Pour revenir sur les 5 fondateurs de Babylone, on a chacun des rôles précis. Donc vous avez vu Mathieu Guérin qui est le directeur artistique, vous avez Gianni qui s'occupe notamment des réservations de table globales, vous avez Virgile aussi qui est ce qu'on appelle un VIP host, donc qui va accueillir des personnes qui prennent des tables et qui va aussi également manager un petit peu les équipes avec moi en amont. Léo Guérin qui est le producteur par excellence d'événements, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la production sur place de l'événement, donc avec un chargé de production et qui va faire en sorte que chaque personne fait bien son travail, mais également les recrutements et faire aussi que sur le moment il n'y ait pas de problème et que s'il y a un problème, que ce soit avec la salle, avec quelqu'un qui travaille ou un problème technique, ce soit lui qui le règle. Et du coup on a moi qui, on va dire, chapeaute un petit peu donc, toutes les équipes. C'est un travail de tous les jours, même quand on n'a pas d'événement. Et également aussi, voilà, moi je m'occupe d'accueillir les personnalités et les personnes qui on va dire, vont faire vivre et chiffrer la soirée, mais également d'aller à la rencontre de tous les clients de Babylone, le plus possible en tout cas, pour les rencontrer, pour les fidéliser et pourquoi pas ceux qui sont venus boire un verre aujourd'hui, qui viennent prendre une table demain. Alors là je vais te faire un petit off pareil pour te faire kiffer. Moi je déteste la Deep House, donc c'est-à-dire que la musique qu'on va voir ce soir, elle va être super, mais voilà, moi c'est pas forcément mes goûts. Souvent ça peut étonner un petit peu les gens que je dise ça et que j'aime pas la Deep House. Au contraire, c'est pas du tout choquant pour un producteur d'événements d'organiser des soirées qui sont pas forcément de son style de musique propre. Il se trouve que mon associé, lui, il organise des soirées de tout type, donc latina, gay, rap, etc. Il est juste ici, on parlait de toi justement, les gens. Voilà. La main. Ok, bah, j'arrive tout de suite. Allez, bago les gars, on y va, on y va. Ce que je vais vous dire, c'est que À savoir, je bois jamais d'alcool, je fume pas de cigarettes, je prends pas de drogue, rien du tout. Que de l'eau, eau pétillante, eau plate.
Et je pense que ça, c'est une des clés pour réussir dans ce milieu de la nuit. C'est-à-dire qu'on vend de l'alcool, certes, on vend des moments qui sont festifs. Il y a certains clients qui décident de prendre certaines substances. Si jamais on les voit, on les vire tout de suite et on condamne. Là, on est vraiment 100% contre les drogues. Mais voilà, moi, je consomme que de l'eau toute la soirée et tout le temps dans ma vie privée, jamais d'alcool. Donc là, comment ça va se passer? Tu vas accueillir les premiers clients dehors, du coup? Peut-être qu'il n'y aura personne, on ne sait pas. Hein. Ça arrive à quelle heure environ les personnes à Paris sur la gare parisienne? 1h du mat? Pour être honnête, pas trop avant. Les premières personnes qui vont arriver au tout début. Toi, tu gères que tes clients là? Non, moi je gère tout de A à Z. Ouais. Maintenant, je vais gérer principalement mes clients parce que c'est eux qui vont faire le chiffre, c'est eux qui nous soutiennent et qui viennent à Babylone depuis toujours, qui viennent également à nos autres événements. Moi, je gère vraiment le noyau dur de la clientèle et aussi voilà, ceux qui vont faire le plus gros chiffre. Donc, ils ont le droit, on va dire, à un accueil un petit peu personnalisé. Privilégié. Voilà, d'ailleurs, c'est rond. Ça roule en fait. Tu fais entrer déjà les... Je sais, mais j'aimerais bien ton nouvelle. Ouais, c'est ouvert, ouais. Lex, ça t'a dit où est-ce qu'on devait se placer ou pas? Donc lui, il gère. C'est le Vivos, non? Lui, il gère tout ce qui est Caisse. attaque de terrorisme, mafia, etc. Non, en vrai de vrai, il a dit un peu. il gère tout ce qui est chess, etc. Tu gères les... Chess. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, je crois que ça commence. Hein. Ouais, ça commence là. Ouais. Allez, bonne chance, messieurs. J'espère que ça va. Moi, une belle photo. On va aller au Costa. On va faire une photo avec toi. Came out tonight and I wanna go. Bienvenue les amis sur le deuxième épisode de Le Cube. Donc là, on se retrouve avec PA, Pierre, Adrien, Hélène, qui nous vient tout droit de Paris. Je suis très content d'être avec toi, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir aujourd'hui. Hier, on a fait la première partie de la vidéo qui va sortir du coup prochainement, on vous en dira plus très bientôt. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, à liker si vous aimez ce genre de concept. PA, merci de nous avoir accueillis hier. On était au Bridge pour la dernière soirée de Babylone. De l'année 2024, pardon, puisqu'on est le 21 décembre du coup. C'était incroyable, tout simplement incroyable. Ugel en guest, franchement, soirée incroyable. Ça a été très compliqué de te suivre, on a vu, mais bon, t'es là aujourd'hui, donc heureusement on t'a retrouvé. Tu vas pouvoir te présenter, tu vas pouvoir te lâcher, nous parler un peu de toi, de ta vie, de ton enfance. N'hésite pas à nous raconter des anecdotes. Tu vas commencer à déjà pouvoir nous dire comment t'en es arrivé là, à gérer autant de soirées à Paris. Hier, t'étais sur une soirée à 22h, il me semble, une soirée étudiante. Ensuite, t'as enchaîné avec le Babylone à côté. J'imagine que c'est beaucoup de pression. Il y avait un staff énorme. Raconte-nous un peu tes débuts sur la nuit parisienne. Merci beaucoup de me recevoir déjà dans votre émission. Ça me tenait vraiment à cœur de répondre à vos questions et de vous expliquer effectivement un petit peu ce que je faisais. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à l'Hôtel Marquise Club, donc qui est le club dont je suis locataire à l'année, juste à côté des Champs-Élysées, dans lequel on organise très régulièrement des événements. Comme ce que tu disais, effectivement, hier soir nous étions à Babylone, au Bridge, donc au Bridge Club, pour la closing de l'année 2024, donc avec le DJ Ugel, qui est un des DJ les plus connus en Deep House dans le monde entier. Donc voilà, il joue vraiment à travers le monde, de place en place, les places les plus fortes de la Deep House. Et il était chez nous hier soir pour le closing de l'année 2024, pour le closing de Babylone. On prépare en 2025 évidemment beaucoup de nouvelles dates avec de nouvelles programmations et on va dire de nouvelles surprises pour nos clients, puisque le but c'est de surprendre notre audience. Donc voilà, effectivement, j'ai eu la chance et le plaisir de vous accueillir hier soir pendant Babylone. Comme ce que tu disais, c'était un petit peu sportif. On a accueilli environ 2300 personnes, donc voilà, entre 23h et 5h du matin, pour à peu près 3 mois de travail sur cette date-là. Mais derrière ces 3 mois de travail, en fait, il y a 2 ans de travail qui sont les 2 ans depuis lesquels on a créé Babylone, enfin 1 an et demi et un petit peu plus. Donc voilà, c'est à travers ces 2 ans de travail qu'aujourd'hui on arrive à toucher des artistes aussi importants et aussi connus.
QGL. Alors je disais hier soir qu'il n'y a pas d'artistes importants ou d'artistes pas importants. Tous les artistes viennent et proposent, on va dire, leur art, leur talent. Et c'est ça, nous, qu'on promeut à Babylone. Mais voilà, ce qui est vrai, c'est que QGL, il a un rayonnement qui est très important. Ce qui fait qu'on a choisi de le faire et qu'on a pu le faire grâce à l'histoire de Babylone et à tous les DJ qu'on a pris avant, la vibe qu'on a proposé, qu'on a réussi à créer à Paris dans différents clubs, que ce soit à l'époque de The Key, puis au Club La Nuit, quand le club a été refait, donc boulevard de la Madeleine, ensuite à Solum pendant toute une saison, puis cette année au Palais de Toulouse et au Bridge, donc comme là où nous étions hier soir. Non, c'était incroyable, c'était incroyable. Donc on reviendra un peu après sur Babylone, mais là pour les gens qui te connaîtraient pas, euh, est-ce que tu peux faire une vague présentation de comment, enfin sur quelle année, comment tu arrives à t'exporter sur les nuits parisiennes? Comment ça se passe? Est-ce que tu te crées un réseau? Est-ce que tu as déjà un réseau? Est-ce que tu sortais beaucoup quand tu étais jeune? Comment justement tu arrives à 24 ans à avoir un tel réseau, à avoir un tel engouement pour les soirées? Comment ça se passe en fait? Alors, effectivement, pour me représenter, donc je m'appelle Pierre-Adrien Hélène et j'organise des soirées depuis mes 18 ans. J'ai commencé au Maxims de Paris pendant donc, du coup plusieurs années. Il y a eu la période du Covid entre-temps, ce qui a fait d'ailleurs qu'on a créé Babylone. Et on se rend compte d'ailleurs régulièrement dans la vie que quand il nous arrive quelque chose de négatif et qui était pour moi à l'époque la pire chose qui pouvait m'arriver, c'est-à-dire de ne plus pouvoir organiser de soirées chez Maxims, donc l'endroit où on organisait tous nos événements, l'endroit où on avait commencé à créer notre clientèle, qui est d'ailleurs un des plus beaux endroits de Paris de loin, qui a à l'heure actuelle été repris pour la restauration par le groupe Paris. Euh, C'était sur le moment des pires choses qui pouvaient m'arriver, et puis au final ça a été une des meilleures, puisque c'est ce qui m'a permis de créer Babylone, et de Babylone a découlé nos autres événements, donc Factory, Red My Red Room, cet établissement, et bien d'autres choses encore. Donc avec toutes les rencontres qu'on a faites, toutes les aventures qu'on a vécues, tous les moments qu'on a pu créer grâce à ça. Donc voilà, pour revenir sur ta question, pour me présenter un petit peu plus, donc je vis à Paris depuis ma naissance. J'ai fait mon école lycée à Paris, donc dans le 9e et dans le 7e arrondissement. Puis ensuite j'ai fait des études, donc à Assas, c'est l'économie gestion. Parallèlement à ces études, j'ai décidé dès mes 18 ans, de la première année d'études, d'organiser des événements, d'organiser mon premier événement sans expérience, sans rien, avec des amis sur un coin de table. L'été, on s'est dit, voilà, on a envie de faire une soirée. On a rencontré un garçon, pour te dire, on était au Pila. On était au Pila, c'est où le Pila déjà? Du Nupéa? Là, tu es là? Mais ah oui, on était au Pila à Arcachon, Ok. voilà. Et on a rencontré un garçon qui nous dit, ouais, moi je sors dans les soirées, j'ai envie de poser, j'ai envie de... On s'est dit, mais attends, ouais, moi je vais poser 5 000 euros. On s'est dit, attends, si lui il va mettre de l'argent, il faut qu'on fasse une soirée. Parce qu'en fait, on s'est dit, voilà, là, on a 18 ans, on commence à Là, il y a un faire des truc à gens, faire en il gros. y a quelque chose à faire, c'est Ok. obligatoire. On allait un petit peu dans une boîte de nuit qui s'appelle Les Planches. Pour ceux qui connaissent Paris, voilà, la boîte de nuit Les Planches, c'est pas la boîte de nuit où il y a les gens les plus âgés. Donc c'est un petit peu la première boîte de nuit. Quand je te dis ça, c'est une manière élégante de dire que voilà, la première boîte de nuit des jeunes, celle où ils essayent d'aller quand ils ont Ils sont un peu 17 ans, mineurs. voilà, bon. Après, c'est une boîte de nuit comme qui est réservée aux majeurs. Voilà. Mais en tout cas, c'est la première boîte de nuit où vont les gens. Donc, nous, on est pas mal allés là-bas pendant l'année de terminale. Et c'est vrai que ça, plus les gens qu'on a rencontrés l'été, on s'est dit, il faut absolument qu'à la rentrée, on fasse notre propre événement. Parce qu'en fait, ça nous tenait à cœur, ça nous parlait, on sortait tous les week-ends et tous les week-ends, on amenait. Et donc, on s'est dit, voilà, il faut. Et pour l'anecdote, et c'est ça qui est incroyable dans la vie, et ce qui est fou, c'est qu'on s'était dit, voilà, si le garçon qu'on a rencontré cet été et qui vient à Paris ne vient pas, on ne fait pas la soirée. Et évidemment, il n'est jamais venu à Oh la fin des putain. événements. Et en fait, c'est grâce à lui qu'on a créé toute aventure et qu'on a commencé et voulu faire ça. Donc, tu vois, comme quoi, une parole, quelquefois, ça peut impacter toute ta vie, même si au final, elle ne se réalise pas. C'est grâce à ce garçon, d'ailleurs, si vous voit, Si t'en es là, quoi. il peut venir, on l'invite avec grand plaisir et on lui offrira la table qui nous a dit parce que vraiment, c'est grâce à lui qu'aujourd'hui on en est là. Et ouais, c'est la vie, c'est, tu vois, c'est une discussion, une rencontre, une inspiration. Et c'est ça qui fait qu'en fait, tu peux créer quelque chose de rien. Et en fait, tout est énergie, tout est vision, tout est croyance. C'est possible, tu vas réussir à le faire. Et on a cru en nous, on a pris des risques. J'aime pas dire la phrase qu'on sait de zéro, parce que quand on a déjà une éducation, une famille, qu'on a des amis, on est scolarisé, etc., ça peut paraître bizarre de dire ça, mais ça me tient à cœur de revenir quand même sur des sujets forts comme ceux, parce que c'est important de dire, voilà, non, on part pas de zéro quand on a un toit, quand on Bien a chez sûr. soi, on part pas de zéro. C'est important de le dire aussi. C'est Ouais. important de le dire, surtout dans le monde dans lequel on est, où voilà, il y a la fête, l'argent, etc. Je pense que
quand bien même on fait partie de ce monde-là, c'est important aussi de revenir sur les choses simples et d'être honnête avec soi-même. Voilà. En revanche, on est parti de zéro argent, dans le sens où nos parents ne nous ont pas soutenus, et que quand on a lancé nos premiers événements, on avait 0 €. Je vais vous raconter un petit peu comment on a fait la première soirée qui s'appelait Escape, donc qui était au Maxims de Paris. Et là, pour le coup, voilà, on n'avait vraiment pas d'argent, rien du tout, zéro financièrement. Pas de soutien financier derrière, en fait, Voilà, c'était c'est-à-dire toi que et. On a créé un risque, on a généré un risque qu'on a réussi à créer sur la parole. Je vais t'expliquer comment. Si jamais on ne paye pas, on n'assumait pas ce risque. Je ne sais pas comment on aurait pu faire d'ailleurs, parce qu'aucune banque ou qui que ce soit voulait nous suivre, parce qu'on avait 18 ans et pas de revenus. Parce que, Mais juste, quand tu dis on, vous êtes combien à cette alors, époque exactement? je vais tout Ouais, expliquer. dis-nous un petit peu. En tout cas, ce que je veux bien te faire comprendre, c'est que la raison pour laquelle on a réussi, donc, c'est parce qu'on n'avait pas le choix de réussir, on n'avait pas l'argent qu'on avait risqué, donc en fait, c'était une mission, Ok. on était obligé de réussir. Alors, C'était un sorte de gros challenge en fait, c'était le challenge à faire. pour t'expliquer, on a risqué tout ce qu'on avait, mais on n'avait rien. Donc on a risqué même ce qu'on n'avait pas. Ok. Donc C'est quoi, c'était vraiment all-in c'était quoi. assez stressant. Mais alors, all-in, ça veut dire que tu mets tout ce que tu as. Mais nous, Ouais, on mais a t'avais mis rien, tout ok, ce qu'on ouais, n'avait d'accord. pas. Donc c'est-à-dire que si jamais ça marchait pas, et ben en fait on devait rembourser, mais on n'avait rien. Donc Bon, c'est vrai. le niveau de stress et le niveau de risque. Voilà, moi, je me suis toujours considéré un petit peu comme un trader de la nuit, dans le Ok. sens où j'aime bien venir créer du risque et ensuite manager ce risque, soit le revendre en trouvant des partenaires, soit voilà, venir le manager en développant un projet, en le rendant solide, en le rendant stable. Et ça, c'est un petit peu notre signature avec mon site Virgile, accompagne sur tous mes projets événementiels. C'est voilà, qu'on vient, on va dire, un petit peu en outsider pour créer justement une aventure de rien, de pas grand-chose, et puis arriver sur quelque chose de costaud. Donc le premier événement qu'on a créé s'appelait Escape et on était donc 4 amis, dont Virgile. Donc Virgile. Voilà, c'était Virgile, moi et 2 autres garçons. Et ensuite l'équipe a évolué et puis on n'a pas fait de deuxième soirée. On a fait une soirée qui s'appelle La Terrasse ensuite, qui est notre soirée de cœur et notre soirée principale. On a développé et exploité chez Maxime de nombreuses années et qu'on exploite à l'heure actuelle à Bagatelle, D'accord. donc plusieurs fois dans l'été. Et ensuite, donc, quand ça s'est arrêté chez Maxime, c'est là où on a créé donc, Babylone, Red Private Room, Factory, et qu'on a aussi créé du coup cet établissement Hôtel Marquis Club. On a repris, donc, qui était un ancien établissement qui s'appelait le Bar des Artistes, du coup, à l'heure actuelle, qui a été rénové, refait, redécoré, comme si c'était un hôtel new-yorkais en plein Paris. Voilà, donc, Magnifique. avec, merci Très beaucoup, belle déo. avec le principe de bar caché, mais pour cette fois, la première boîte de nuit cachée de France, la première boîte de nuit cachée de Paris. L'idée, c'était vraiment que les gens, quand ils arrivent, ils soient dans un cadre immersif dans lequel ils ont l'impression de passer leur soirée avec un lieu et un cadre très haut de gamme, très sympa et surtout privé, avec une adresse qui change des adresses parisiennes qui connaissent. Qu'est-ce qui t'a attiré exactement dans le monde de la nuit? Parce que du coup, tu rentres à 18 ans, t'es quelqu'un qui ne boit pas d'alcool, t'es quelqu'un qui ne fume pas. Tout à l'heure, on parlait, tu fais beaucoup de sport. Là, hier, je sais pas combien t'as couru de kilomètres dans la soirée, mais c'était très intensif. J'imagine que, je sais pas si t'as couru ce matin, mais je pense que tu cours tous les jours, c'est ça? C'est ça, 5 Euh, km par jour. 5 km par jour, c'est ça. Quand tu es quelqu'un qui, on va dire, n'est pas vraiment. Et tu m'as dit aussi que tu n'aimais pas la Deep House, hein, si je me Non. trompe. Ouais, voilà, t'aimes pas la Deep House. Quand tu es quelqu'un voilà, qui n'aime Alors pas la que Deep toutes nos soirées sont... Toutes les soirées sont sur la Deep House, donc faut le dire aussi. Quand tu es quelqu'un voilà, qui est un peu. Qui a un pied dans l'événement, mais qui a un autre pied dans la vraie vie actuelle, normale, enfin, d'un gars de tous les jours, quoi. Qu'est-ce qui t'attire réellement dans l'événement, en fait? C'est la vibe, c'est cette pression, c'est le risque. Tu nous en as parlé tout à l'heure, le trader de nuit. C'est quoi qui t'attire concrètement? Est-ce que c'est les clients? Est-ce que c'est le fait d'organiser justement, de se mettre un peu la pression, d'être sans arrêt au téléphone? Qu'est-ce qui t'attire réellement dans ce monde-là? Qu'on comprenne. Alors, c'est une question qui est super intéressante parce que tous les jours, je peux me poser, mais je sais exactement où j'en suis dans ma vie, c'est ça qui est important. Donc, pour répondre à ta question, euh, effectivement, il y a beaucoup de choses qui m'attirent dans l'événementiel, notamment la vente, puisque la vente, c'est vraiment ce qui m'anime au jour le jour, c'est-à-dire de vendre un événement, une soirée. Et vraiment, ce qui m'anime au quotidien, c'est de me dire, voilà, si j'étais pas là, cette personne, elle serait pas sortie dans ce lieu-là. Mais parce que je l'ai contactée, je la connais,
on lui a fait un service, on lui a montré notre savoir-faire, Mm. l'a accueilli d'une certaine façon personnelle et qu'elle s'est spéciale, mais surtout bien reçue dans un cadre qui lui correspondait, c'est-à-dire que certains, ils veulent ressentir une relation amicale, d'autres professionnelles, d'autres familiales, d'autres très haut de gamme, d'autres un petit peu plus cool. Et en fait, c'est de s'adapter à chaque personne pour réussir à lui vendre un moment exclusif qui me motive tous les jours. C'est-à-dire que les soirées, c'est pas essentiel dans la vie. C'est-à-dire que si tu sors pas, tu vas pas mourir, tu vas pas être Ouais, bien triste, tu vas pas. Voilà. C'est quelque chose qui vient, que tu fais en plus pour rencontrer des gens, pour kiffer, pour valider. Maintenant, voilà, moi, mon but, c'est justement d'aller chercher des gens qui ne sortent pas ou qui ne sortiraient pas à cet endroit-là ou qui ne sortent plus et d'avoir le sentiment d'avoir réussi à les Ouais, convaincre de venir. Tu vois, par exemple, hier soir, si jamais on ne s'était pas parlé, toi, tu serais pas venu à Babylone. Ouais, bien Le sûr, fait ouais, que c'est tu ça. sois venu à Babylone, Exactement. pour moi, c'est j'ai réussi le fait de te vendre le fait que c'était une soirée C'était qui une était soirée incroyable. exceptionnelle. Pour revenir sur mon train de vie, effectivement, alors à mes débuts, je buvais un petit peu d'alcool pour être transparent avec toi quand je suis client et quand j'ai commencé à organiser des événements. Et rapidement, je me suis rendu compte que c'était préférable de ne pas boire du tout. Et du coup, dans ma vie de tous les jours, je ne bois jamais. Pour être transparent avec toi, mes amis le savent, je bois une fois par an au Chalet des Îles. Voilà, c'est un petit rituel que j'ai. Je bois 2-3 verres de rosé parce que ça me fait plaisir. Mais tu vois, l'année dernière, je ne l'ai même pas fait. Voilà, dans ma vie, je ne bois jamais d'alcool. J'ai aucune exception, c'est-à-dire que même un dessert au restaurant qui va avoir de l'alcool, donc un baba au rhum, je vais pas le prendre parce que Ah vraiment ouais. j'ai une politique zéro alcool. Je fume pas de cigarettes non plus, j'ai jamais pris de drogue de toute ma vie, j'ai jamais fumé un joint et je cours tous les jours 5 km. Effectivement, la plupart des gens se disent, comme ce que je te disais tout à l'heure, oui, j'ai pas d'énergie, je suis trop fatigué pour faire du sport. Alors qu'au contraire, c'est dans le sport qu'on va venir trouver une énergie Énergie. supplémentaire et une flamme. Et c'est vrai que tous les jours, j'aime bien entretenir la flamme de l'envie de faire des choses, de l'envie de créer des choses. Et d'où ça vient, on va dire, un petit peu cette, alors, je vais pas dire une passion pour la course, mais quand même, parce que à l'heure actuelle, c'est le moment où je suis le plus heureux dans ma journée, c'est 5 km, parce que je suis seul avec moi-même, ça me permet de réfléchir, de me retrouver, de pouvoir penser, de mettre le téléphone un peu off. Tu parlais tout à l'heure du téléphone, c'est vrai que j'ai un petit la Non, réputation mais ça, d'avoir mon téléphone collé dans la main. Voilà, c'est quelque chose que mes proches me reprochent pas mal. D'ailleurs, c'est un travail de tous les jours pour moi aussi, de manager entre ma vie privée et ma vie personnelle, dans le sens où dans l'événementiel, tes clients sont également tes amis, ils t'envoient des messages, tu leur réponds, tu crées une relation, on va dire, au jour le jour. Même quand tu n'as pas d'événement, tes amis ils veulent sortir, du coup ils t'envoient un message parce que tu es un petit peu leur référent, en tout cas quand ça se passe bien. Et puis voilà, j'ai beaucoup d'amis, on va dire, à l'international, des étrangers, dès qu'ils sont à Paris, ils m'appellent, ils m'envoient un message, ou même à l'étranger, ils m'envoient des vidéos de quand ils sont dans d'autres événements. Ah Donc ouais. c'est un petit peu un travail de communication de tous les jours, ce que je fais. Et effectivement, pour moi, c'est un vrai challenge. On va être pause sur mon téléphone et le moment où je cours, c'est vraiment un moment que je garde pour moi à 100% tous les jours. Voilà. Et j'ai commencé à courir donc en 2020, au 2020, au moment du Covid, Ouais. voilà, juste avant. Et en fait, je me suis dit, voilà, je vais courir tous les jours pendant un an et je suis prêt à me blesser pour y arriver. Alors c'était un petit peu stupide hein, quand on y pense a posteriori parce que si jamais je m'étais blessé, j'aurais pas pu finir ça. Mais quand je partais de chez moi, je me disais, voilà, là je suis descendu. Maintenant, même si je mets 5 heures pour un kilomètre, je veux absolument les faire. Et je vais les faire parce que je ne rentrerai pas chez moi tant qu'ils ne sont pas faits. Donc même s'il faut les faire pas vite du tout, je vais les faire. Et au final, bon, bah, chaque jour je les faisais et je les faisais en général de plus en plus rapide. Et tu vois, je commençais à faire 5 km à l'époque en 32-33 minutes, voire Ah ouais, 35 putain. minutes. Donc je partais d'assez loin Ah, c'est balèze. parce que je suis asthmatique. Au final, maintenant, faire 5 km en 23-24 minutes, on avait mis 10 minutes sur les premières fois où je courais. Donc tu vois, c'est aussi, on va dire, à travers le sport, de l'évolution que tu peux avoir, comme dans ton travail, comme dans ta vie. Pour moi, c'est très important de jamais faire une deuxième année comme l'année précédente. C'est-à-dire que je dis toujours à mes associés, soit cette année, on step up et on change de cadre et soit on arrête. C'est un petit peu violent, ce que je veux dire. Mais si on, Bien sûr. si on ne crée pas une urgence, c'est important de se créer des premières urgences. On pourrait rester dans notre zone de confort et se dire on organise des événements, ça fonctionne bien, c'est cool, c'est sympa, les gens ils aiment bien et rester. C'est pas notre ADN. Tu veux Notre pas ADN. stagner en gros. Enfin, rester sur la même. Alors, c'est pas que. Tu veux un peu de montagne russe, du haut, du bas. Alors, Enfin, pas forcément. prendre des risques. Voilà. Pourquoi? Pas parce qu'on veut toujours plus. Vouloir toujours plus, c'est ce qui cause la perte de beaucoup de C'est un personnes. danger. Et ça peut C'est dangereux. effectivement mettre en danger business, Bien une sûr. personne, une relation. C'est pas notre but. En revanche, notre but, c'est aller essayer de s'améliorer, essayer de trouver des nouvelles choses,
d'améliorer les expériences, de proposer de nouvelles façons de faire la fête et vraiment toujours d'essayer d'innover pour nos clients. Maintenant, on sait très bien que ça peut ne pas fonctionner, mais on préfère avoir raté et avoir essayé que de ne pas avoir essayé, d'avoir stagné et puis en fait de se retrouver un jour en disant ça marche plus trop, c'est compliqué, on ne s'est pas mis à la page et qu'il y ait des gens qui nous prennent un peu de cours. Nous, on a toujours eu pour vocation d'être les gens qui prennent les autres de cours via justement une sympathie, une gentillesse. Après, je vais vous dire un petit peu sur quoi est basé notre business model et de quoi on s'inspire et comment nous on se... Mais voilà, nous on s'est toujours dit, on va être très agressif dans la manière dont on voit notre évolution. On est passé de, il y a 1 an et demi, un peu plus, à une soirée pas connue qui avait 0 abonnés sur Instagram qui s'appelle Babylone. Babylone qui est aujourd'hui des soirées à Paris, alors c'est pas à moi de le dire, mais qui font effectivement un petit peu office de référence et qui fonctionnent très bien, dans lequel on accueille très régulièrement plus de 2000 personnes dans les clubs que je vous ai au Bridge, Showroom, etc. Et d'avoir réussi à créer donc entre-temps une agence de DJ, la soirée Factory, la soirée Red Private Room, l'hôtel Marquis Club. Et voilà, là on est encore sur plein de nouveaux projets dont on avait parlé aujourd'hui parce que c'est encore en cours. Mais voilà, peut sortira. Mais voilà, l'idée en fait c'est chaque année réussir à garder ce qui nous correspond, mais aussi réussir à se réinventer et à aller toujours plus loin. Pas dans le but forcément d'aller chercher plus ou de gagner plus, mais dans le but d'être toujours à la page et dans le but de vraiment se mettre au service de la clientèle, tout en gardant en tête ce qu'on aime bien toujours dire, et j'aime bien, on n'attend pas que les clients nous disent ce qu'ils aiment bien, trouve pour les clients ce qu'ils aiment bien, et en fait, c'est comme ça qu'on fait office un peu de référence, c'est-à-dire que nous-mêmes, on va chercher vraiment la prochaine vibes à proposer, et c'est grâce à nous que les clients découvrent ce qu'ils vont bien aimer demain. Et c'est vrai que c'est un petit peu ce qui fait la différence entre nous et d'autres producteurs d'événements. Les autres producteurs attendent de voir ce que les gens aiment bien pour le refaire. Et nous, on aime bien essayer de proposer de nouvelles choses pour que les gens viennent découvrir chez nous les nouveaux talents et en fait leurs nouvelles habitudes de demain et créer leurs nouvelles passions et habitudes de demain. Et moi, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur, la création de projets. Maintenant, je vais te dire autre chose qui n'est pas lié avec les événements. Moi, je me suis toujours dit, demain, si je veux que ça soit les meilleures chemises, les plus sympas, les plus cool, et que ça fonctionne bien. Tu disais que effectivement, j'étais pas fan de Deep House, pour être transparent avec toi. Je m'y fais de plus en plus, mais à l'origine, je déteste la Deep House. Et quand les garçons avaient joué au squash tous les deux, après un événement qui m'a dit il faut qu'on fasse des soirées Deep House ensemble dans un club qui a une très mauvaise réputation, donc qui était à l'époque The Key, et qui, voilà, un petit peu chaud, la clientèle, je lui ai dit, il était totalement fou. Voilà, moi ça me parle pas du tout, j'aime pas du tout la Deep House, j'aime pas cette musique, ça me ressemble pas, c'est pas mon ADN. Il assume. Et quand tu es producteur d'événements, c'est important de comprendre que tu ne fais pas un événement pour toi, tu fais un événement pour le public, tu fais un événement justement pour proposer ce que les gens vont aimer, pour créer une atmosphère et pour monter un projet. Donc ça me dérange pas du tout de ne pas aimer la musique. Pour être transparent avec toi, quand je suis dans un événement, je n'entends aucune musique. Je suis trop concentré sur, on va dire, l'expérience qu'on veut créer. Donc hier, par exemple, j'ai entendu 2 musiques parce que je m'attendais vraiment avec impatience. Donc voilà, j'ai un petit peu tendu l'oreille, mais sinon, j'entends aucune musique dans les soirées qu'on organise. Voilà. Moi, effectivement, je bois pas d'alcool, alors que mon travail, c'est de vendre de l'alcool. Ça peut paraître un petit peu paradoxal. Bien au contraire, ce que j'aime bien dire, tu sais, Pierre-Adrien, mon événement, on aime beaucoup venir te voir. Mais les soirées, l'alcool, on se couche tard, c'est pas forcément en lien avec notre mode de vie. Regarde, toi, tu cours, tu bois pas d'alcool et tout, mais nous, quand on vient te voir dans ton événement, du coup, on boit de l'alcool. Donc, c'est un petit peu paradoxal. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est qu'on vend un moment magique, on vend de la fête, on vend un moment d'exception dont vous pouvez avoir, tu peux avoir, même moi, je peux avoir besoin à un certain moment de ma vie. J'ai pas en tête que les gens qui viennent dans nos événements, ils vont venir toute leur vie ou ils vont venir à chaque fois. Ils viennent fêter une fois un anniversaire, fêter une fois une fête, une célébration, quelque chose. Maintenant, le but, c'est pas qu'ils soient là à chaque fois et qu'ils détruisent leur vie. Moi, il y a certains de mes amis ou certains, quelquefois, je leur dis, écoute, nous voir avec plaisir, si tu veux, on sera ravis de t'accueillir. Maintenant, ne mets pas en danger ta santé pour être là à chaque fois avec nous, même si ça nous fait extrêmement plaisir et que, bon, bah, commercialement, moi, je suis toujours ravi d'accueillir les gens que je connais. On a aussi, on va dire, cette conscience professionnelle qui est que on sait les effets que ça a. C'est pas de la drogue, c'est pas cancérigène ou quoi que ce soit. Mais voilà, on fait aussi attention à encadrer notre clientèle. C'est-à-dire que si on voit quelqu'un qui va consommer trop d'alcool ou quoi que ce soit, on va faire en sorte de le réfréner. On va faire en sorte que ça soit bien encadré, que ce soit dans la limite de ce que la personne
est capable aussi de consommer, etc. Et c'est très important quand tu es producteur d'événements, que tu accueilles des gens régulièrement, et aussi un petit peu la clé de la pérennité, c'est d'encadrer ta clientèle de manière bienveillante. Si tu es là juste pour leur vendre des bouteilles, juste pour leur prendre le maximum d'argent, leur arracher 8 10 000 € un soir, et après, entre guillemets, peu importe ce qu'il advienne, Pousser à la consommation, quoi. Voilà. C'est pas, Pousser à c'est la pas- c'est pas consommation. le but. Pousser à la consommation, c'est notre travail, mais dans un certain... Raisonnablement. Voilà, exactement. Et surtout, il faut que la personne soit contente et quand elle part du club, elle se dise quand est-ce que je peux revivre un moment aussi exceptionnel. Et pas qu'elle se dise oh là là, ils m'ont volé, etc. Ouais, bien Tu sûr. vois, sur Paris, alors je vais pas citer des noms, évidemment, Bien sûr. mais tu as beaucoup d'histoires et tu as des gens qui viennent, qui réservent par exemple une table à 1 000 €. Ils se retrouvent au final avec une table à 85 000 €. Ils sont tout seuls, ils sont pas avec leurs amis. La vraie raison et la vraie motivation, c'est vraiment de créer des relations, des rencontres et de voir un petit peu, te laisser porter par les gens que tu vas rencontrer et qui peuvent amener ta plus ou moins loin, plus ou moins, on va dire, dans des situations dans lesquelles tu ne serais jamais retrouvé. D'ailleurs, regarde là aujourd'hui, moi je m'en trouve dans ton podcast parce que j'organise des soirées. Bien sûr. Si jamais j'avais fait un travail un petit peu plus classique et que je serais en finance à la défense, a priori, toi-même, on se rencontrait. Non. Hier, tu n'aurais pas vu Ugel et je n'aurais pas rencontré toutes les personnes que j'ai rencontrées qui sont dans des secteurs tellement intéressants, tellement différents. Dans nos clients, on a de tout, des entrepreneurs, des directeurs artistiques, des gens dans le cinéma, on a aussi des étudiants, on a aussi on a de tout. Et c'est ça qui est incroyable. C'est en fait, dans la nuit, il n'y a pas de distinguo. Si tu viens dans notre événement, que tu nous connais, que, on va dire, tu as entendu parler de nous et que grâce à ça, tu peux rencontrer vraiment, sans aucune barrière, des gens du monde entier et surtout des gens qui ont des expériences et qui sont dans des secteurs tellement différents. C'est une réunion de tellement de profils différents, c'est très enrichissant. En fait, de parler avec des gens que tu rencontres de différents secteurs, c'est extrêmement enrichissant. Et c'est ça aussi qui me nourrit et qui me donne envie de continuer à faire des soirées. Comme je te disais, moi, je suis un petit house, je bois pas d'alcool, je suis pas là pour rencontrer une fille ou quoi que ce soit. C'est pas le but. Moi, mon but, c'est en fait de rencontrer des gens, de discuter avec eux, d'apprendre de leur expérience de vie, de leurs anecdotes, de ce qu'ils racontent, parce que je pense qu'on peut apprendre de tout le monde. Et voilà, en termes d'expérience, la nuit, c'est quelque chose d'incroyable, parce qu'en fait, tu réunis les pires profils et les meilleurs profils, parce que on va pas se mentir, le monde de la nuit, tu as aussi des côtés un petit peu sombres, Bien sûr, un bien petit sûr. peu, voilà. Et c'est vrai que ça te donne une expérience en 2 3 ans, c'est comme si tu avais fait 10 15 ans dans une boîte classique, parce que ça va tellement vite, il y a tellement d'enjeux, justement, d'argent, enjeux, de tout ça, que en fait, vraiment, quand tu as fait 2 3 ans dans le monde de la nuit, normalement, il va rien t'arriver et tu crains rien ailleurs, parce que c'est tellement dur, c'est tellement compliqué, c'est tellement risqué, c'est tellement la guerre entre les gens, les clients, pour avoir les clients, etc. Que voilà. Autre chose que je voulais rajouter à ce sujet, euh, qu'est-ce qui me motive chaque jour d'aller faire des soirées? C'est nous, ce qu'on organise aujourd'hui, toute la modestie qu'il faut qu'on ait, c'est ce qu'on appelle un petit peu la Champions League à Paris. C'est-à-dire qu'on va aller essayer de chercher les plus gros artistes pour les faire venir à Paris, pour essayer d'aller proposer à la plus belle clientèle de Paris et à la plus haute clientèle de Paris nos événements. Qu'est-ce qu'on appelle la plus haute clientèle de Paris? C'est des gens qui vont dépenser énormément d'argent pour justement avoir accès au backstage, à une table, être près du DJ, etc. etc. Il y a aussi pas qu'une question financière, tu as aussi, on va dire, ce qu'on appelle la haute clientèle, c'est aussi des gens qui vont venir très bien habillés, qui ont des travails voilà, qui sont assez importants avec des et qu'on a toujours envie d'avoir dans nos événements parce qu'en termes d'image c'est sympa. Je peux te parler aussi en termes de mannequins, d'influenceurs, d'influenceuses. Tu as tout un écosystème qui se crée autour de ton événement quand tu es ce qu'on appelle un petit peu dans la Champions des événements à Paris, donc c'est-à-dire avec une programmation internationale et surtout que tu vises une clientèle qui a entre 25 et 50 ans, qui est voilà, la clientèle royale, si je peux dire. Alors, elle ne veut vraiment pas nommer les clientèles parce que on pourrait croire qu'il y a un petit peu. Nous, on respecte tout le monde. Il n'y a pas de grade ou de quoi que ce soit. Il y a plein de gens que j'accueille ici. C'est des gens qui passent dans la rue. Ils me disent voilà, on ne connaît pas, on a envie de découvrir et on les accueille avec grand plaisir. Est-ce que tu as déjà été quelqu'un. Enfin, est-ce qu'avant tu étais quelqu'un de timide? Est-ce que tu l'as appris sur le tas? Est-ce que c'est en allant aux événements que tu organisais? T'as redonné vie à beaucoup de soirées. Je pense que même t'as redonné vie à un lieu, Qui était si fermé je puis depuis- dire. Qui était fermé depuis 5 ans. Ouais. Voilà, qui était fermé depuis 5 ans, faut le dire aussi.
en plein Paris 8, c'est ça? Donc, comment justement t'arrives à te mettre à la place du client et à te dire, bah voilà, cette personne-là, elle est comme ça, je vais être comme ça avec elle. Est-ce que à tes 18 ans, t'étais déjà comme ça? Est-ce que t'as appris sur le tas? Comment ça s'est déroulé en gros? C'est toute cette alchimie en fait. Moi, je vais te dire, dans ma vie, j'ai été très inspiré par plusieurs personnes, notamment par Pierre Cardin, que j'ai eu la chance de connaître en étant très jeune. Je me considère un petit peu comme un élève spirituel, si je peux dire, parce que Je peux expliquer. je vais expliquer. Alors, donc, Pierre Cardin, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un couturier designer qui, dans les années 60-80, a vraiment explosé et eu un retentissement à travers le monde. Donc, puisque avec sa marque de vêtements, il a habillé les plus connus. Et il se trouve que mes deux parents ont travaillé pour lui et étaient très proches de lui, ce qui fait que je l'ai rencontré jeune. Pour recontextualiser, c'est lui aussi le propriétaire de Maxims. Donc, D'accord. on va dire que je vais rentrer dans les détails un petit peu après, mais c'est grâce à ça que j'ai pu mettre le pied aussi pour notre premier événement chez Maxims. Et c'est vrai que, en fait, ce monsieur, qui a, on peut le dire, est un peu l'inventeur du Made in China, c'est-à-dire que c'est le premier pour une marque de haute couture qui a allé produire des vêtements en Chine, donc dans les années 70-80, et qui a fait donc de son nom une licence. Donc c'est-à-dire qu'il a mis Pierre Cardin sur bon, ce qui a lui été un petit peu reproché par la suite, mais aujourd'hui tu peux avoir des caleçons, ce qui a fait sa fortune. Et c'est vrai qu'en étant à ses côtés et proche de lui pendant plus d'une dizaine d'années, j'ai appris énormément, j'ai vu énormément de choses, j'ai appris énormément de choses, ça a été extrêmement enrichissant et je me suis toujours, on va dire, senti un petit peu d'une mission de respect, d'avoir eu cette chance de le rencontrer et Et le côtoyer. de le côtoyer, d'évoluer à ses côtés, euh, de devoir en fait moi-même faire des choses, alors à ma hauteur à l'heure aujourd'hui, mais qui soient conséquentes et qui soient haut de gamme et qui soient bienveillantes, sympas, parce que quand tu as été avec des gens aussi extraordinaires, c'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand j'étais avec lui, les moments étaient incroyables parce qu'en fait, tu es avec quelqu'un d'à la fois très intelligent, mais de très gentil, d'extrêmement bienveillant, qui d'un regard comprend tout de suite ce qui se passe, qui analyse les gens et en fait qui tout de suite, c'est incroyable, voilà, Ça a été ta référence en fait en voilà. termes de. Et surtout, Celui qui t'a porté. voilà, et c'est quelqu'un qui était connu dans le monde entier. Donc voilà, en dehors du fait qu'il avait cette fortune impressionnante, c'est vraiment quelqu'un qui, pour te dire, il rencontrait quelqu'un et en une minute, Il voyait- sympathisait, il voyait comment. en dehors de sympathiser, c'est pas ça. Il voyait déjà dans le non-verbal, dans le verbal, dans tout, dans D'accord. ses yeux. Quand il te regardait dans ses yeux, tu sentais qu'il voyait à travers toi. Ah Il ouais. comprenait un petit peu tout de A à Z. Et, euh, et c'est vrai que c'était très, très, très inspirant. Voilà, donc il y a beaucoup de personnes dans ma vie duquel je me suis inspiré. Tu sais, chaque personne avec qui je parle, j'essaie toujours d'apprendre quelque chose et de pouvoir me l'approprier pour ce que j'aime bien chez la personne, pouvoir voilà, le prendre et prendre du meilleur de chacun. Il y a aussi un autre monsieur donc, qui travaillait aussi pour Pierre Cardin, qui s'appelle Pierre Pellegrini, qui m'a accompagné donc, quand j'ai organisé mes premiers événements. Et c'est vrai qu'il m'a donné pas mal de clés pour l'organisation de soirées, voilà, et de aussi comment se comporter avec les clients, etc., D'accord. avec les gens, même avec tes amis, parce que lui, il a organisé des événements toute sa vie. Et donc c'est grâce à lui, on va dire, qu'au début, il a fait confiance pour les premiers événements. Alors j'ai toujours été en location, j'ai toujours loué le lieu, donc c'est-à-dire que j'avais toujours une obligation de paiement. C'était pas des coproductions, mais on va dire que rien que pour louer le lieu, bon, et voilà, il faut un. Et c'est vrai que ce monsieur, donc Pierre Pellegrini, m'a pas mal inspiré là-dessus. Il le sait d'ailleurs. Et lui-même, en fait, a été inspiré par Pierre Cardin. Et lui-même, en fait, a côtoyé Pierre Cardin toute sa vie. Comme mes parents d'ailleurs, qui ont aussi été énormément inspirés par Pierre Cardin, et mes parents évidemment grâce à qui j'ai pu organiser mes premiers événements. Et donc voilà, mes parents aussi permis en fait justement d'évoluer aux côtés de Pierre Cardin, et puis qui m'ont toujours inculqué les valeurs qui sont aujourd'hui les miennes, c'est-à-dire de la gentillesse, de la sympathie, d'essayer toujours de trouver la bonne solution pour les bonnes personnes, et pour revenir sur ta question, la capacité d'adaptation dans la vie, je pense que c'est la clé. Quelque chose voilà, que je te disais, mes parents m'ont vraiment inculqué. C'est-à-dire de s'adapter à la personne en qui t'es en face de toi. C'est très important, je pense, dans la vie, de te sentir à l'aise dans toutes les situations dans lesquelles tu es. C'est-à-dire que demain, pour prendre des exemples un petit peu clichés, il faut que tu sois aussi à l'aise. Là, si tout de suite je te dis on va au McDo, on va bien rigoler, c'est sympa, c'est cool. Parce qu'en fait, on est entre nous, on va passer un super moment, on aime bien la nourriture qui est, voilà, c'est sympa, on va être bien, on va être à l'aise, on va être détendu sans trop de manière et ça va être super cool.
Et si je te dis tout de suite, voilà, on va à l'hôtel Ritz, c'est 5 étoiles, c'est un restaurant de dingue, bah, en fait, qu'on soit aussi à l'aise et qu'on soit pas gêné parce qu'on doit utiliser tel ou tel couvert et que, comme le cadre, tu vois ce que je veux dire? Qu'en Ouais, fait, ouais, on soit carrément. autant à l'aise dans les deux et que le cadre nous importe pas tant que ça. Parce qu'en fait, comme toi et moi, on s'entend bien et que c'est sympa et qu'on discute, l'interview qu'on les fait au McDo au Ritz, alors visuellement, ça n'aurait pas été la même chose pour les gens qui nous regardent, mais pour nous, ça aurait peut-être pas changé grand-chose parce qu'on se sent à l'aise dans les deux. Parce qu'en fait, il n'y a pas de choses Il qui n'y a est pas de mieux. barrière en fait qui Il nous. n'y a pas de qui nous barrière, mais dérange. surtout, le Ritz, c'est pas mieux que le McDo, c'est pas mieux que le Ritz. Inversement, l'idée, c'est plus de se dire, voilà, aujourd'hui, je me sens bien et je me sens à l'aise dans les deux parce que j'ai les codes des deux, je suis capable d'apprécier les deux parce que à un moment X et à un moment Y, les deux sont vraiment quelque chose qui me fait plaisir et qui est sympa. Bon, pour rentrer dans le vrai détail, moi, je mange pas de fast-food, mais c'était un exemple. J'ai arrêté de manger des fast-food depuis plusieurs années au moment où j'ai commencé à courir parce que voilà, l'alimentation, avoir une alimentation saine, c'est extrêmement important aussi dans la vie d'un entrepreneur, surtout quelqu'un dans le milieu de la nuit. Euh, Ça va avec le sport, ça va avec la méditation, ça va avec l'entourage que tu choisis. Voilà, quand tu es dans un milieu comme le milieu de la nuit dans lequel il y a pas mal de tentations, même si moi je ne me sens pas vraiment, on va dire, concerné par ces tentations, mais quand même, c'est très important d'avoir une vie et un cadre de vie sain. Et un cadre de vie sain, ça passe vraiment par l'alimentation, l'hygiène de vie, le sommeil, le sport, les gens qui t'entourent, les relations que tu as autour de toi, etc., etc. Et aussi l'image que tu veux refléter aux gens. Tu vois, pour moi, c'est extrêmement important de me présenter en toute situation, même quand je vais chez des amis, voilà, toujours bien. Alors, je te dis pas forcément en costume, mais d'être toujours bien parce que à tout moment, rencontrer quelqu'un qui va devenir une relation professionnelle, tu peux même, on va dire, aujourd'hui on est en train de discuter, peut-être que toi et moi demain, on aura envie de créer un projet ensemble. Et si jamais tu m'as vu, voilà, dans des mauvaises conditions, Bien sûr. peut-être que tu vas penser que je suis un petit peu moins sérieux ou que tu vas avoir un petit peu moins envie de venir t'associer avec moi. Alors que si tu m'as toujours vu, on va dire, avec le cœur, avec l'envie et avec aussi le respect, puisque voilà, quand tu t'habilles, tu te respectes toi-même et tu respectes aussi les gens. Et je pense que les jeunes aujourd'hui, ils oublient un petit peu que voilà, à travers les habits, tu peux dire beaucoup de choses sur toi, tu exprimer. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de choisir toujours des habits de manière assez cohérente en fonction de vers qui tu vas, qui tu es, qu'est-ce que tu veux faire, est-ce que tu veux devenir. Voilà, il y a un vieil adage qui dit qu'il faut s'habiller en fonction de ce qu'on veut devenir et pas en fonction de ce qu'on est déjà. Exactement. Et moi, c'est quelque chose qui me parle pas mal. C'était aussi important pour moi de te présenter un petit peu ce qu'on vend pendant les soirées, un peu nos best-sellers et puis aussi moi les références qui me tiennent à cœur donc dans tout ce qui est alcool. Donc voilà, je sais pas si on va le faire. Donc voilà, moi ce que j'aime beaucoup vendre et ce qui est un des best-sellers, c'est le Magnum de champagne. Donc voilà, lumineux, c'est toujours sympa. Le Magnum de champagne. Donc voilà, c'est une référence que j'aime bien, je veux précisément, voilà. C'est une référence que j'aime bien parce que les clients qui la prennent, bah voilà, ils en ont entre guillemets pour leur argent, dans le sens où voilà, c'est un petit peu moins cher que les bouteilles plus haut de gamme qui sont dans un format plus. Et c'est toujours sympa, ça permet de servir entre 15 et 25 verres selon Ah ouais. les couples. Donc voilà, c'est assez chouette. Et puis quand on l'envoie et que c'est posé sur table, c'est assez chic. Donc moi, c'est quelque chose qui me parle et que j'aime vraiment bien. Et le champagne, c'est toujours cool. Ça plaît aux filles, aux garçons, à tout. Donc référence numéro 1 sur la mouette ou... Le mouette, le magnum de mouette, c'est un peu ma signature. C'est ta je peux dire, signature. ouais. Ok. Bon, le best-seller officiel de tous les clubs, le magnum de vodka. Voilà, moi j'ai une petite préférence pour Belvedere que pour Grey Goose, mais bon, rien de personnel, hein, c'est vraiment le design de la bouteille. Euh, bon, ça c'est vraiment du classique, c'est-à-dire que par soir, on en vend à l'appel. Donc ça c'est vraiment la base d'une commande d'un client, c'est magnum de vodka et autre chose. C'est rare qu'il n'y ait pas de vodka sur une table. C'est un peu l'alpha de corps classique que tout le monde boit. Donc voilà, le Magnum de Belvedere, lumineux aussi, c'est toujours mieux dans nos clubs, on va les références. Ça, c'est vraiment le B.A.B.A. Et c'est cool. C'est pour ajouter un peu la petite touche personnelle, le lumineux du coup. Voilà, c'est pour montrer qu'on est un peu. Voilà. Ensuite, il y a la référence haut de gamme par excellence qui pour moi restera le meilleur champagne, donc qui se présente dans un coffret directement. Ça s'appelle le Cristal Roderer, hop, qui vient donc avec comme ça un petit plastique, hop, on peut enlever. Et ça, le cristal, c'est vraiment, on va dire, la référence la plus haut de gamme.
Donc, petite anecdote sur le cristal, contrairement à toutes les autres bouteilles de champagne, elle n'a pas un cul qui est rond, mais elle a un cul qui est plat. Le cul, c'est le bas de la bouteille, hein, c'est l'expression des sommeliers. Pourquoi? Parce que le tsar Nicolas II en Russie avait très peur qu'on l'empoisonne, et comme il buvait que du cristal, il voulait pas qu'on mette du poison en dessous, donc du coup c'est pour ça que le fond est plat, pour pas qu'on puisse mettre de poison à l'intérieur. Voilà, c'est une petite anecdote que les gens ne savent pas en général, que m'a raconté un de mes amis alcooliers qui s'appelle Aria, qui avait la société de livraison d'alcool. Donc le cristal, la bouteille de champagne la plus haut de gamme du marché, selon moi la plus chic. Et ça, pour le coup, voilà, on la vend pas si souvent que ça, mais quand on la vend, on sait que c'est une bonne table et des bons clients. Voilà. Ensuite, la dernière référence, toujours sur du champagne. Je suis pas très gin ou quoi que ce soit, mais une fois de plus, rien de personnel, c'est le Dom Pérignon Lady Gaga édition limitée rosé. Donc c'est un champagne rosé. Euh, voilà, une édition Lady Gaga donc, qui a été fait avec Lady Gaga, bien sûr. Pourquoi c'est une référence qui est importante pour moi? Parce que quand j'ai ouvert Hôtel Marquis Club, le premier soir que j'ai ouvert, j'ai vendu cette bouteille, une bouteille qui est extrêmement chère. Donc pour recontextualiser, une bouteille de champagne Moët, c'est 250 euros. Un Magnum, c'est 50 euros. Un Magnum de Belvedere, donc, que je vous ai présenté, c'est 600 euros. Un Cristal Roderer, c'est 750 euros. Et cette petite bouteille, ce petit flacon, donc, qui est la première bouteille que j'ai vendue ici à un de mes très très bons amis, vaut 1800 euros la bouteille. Donc voilà. Je me permets de parler des prix pour enchaîner sur un sujet qui est que le prix d'une bouteille, c'est pas seulement, on vend pas l'alcool. En fait, quand tu achètes une bouteille 1800 euros ou même que tu achètes une bouteille de champagne 250 euros qui vaut 40 euros dans un supermarché, tu n'achètes pas et tu ne vends pas et tu n'achètes pas l'alcool. Sinon, tu serais allé acheter la bouteille dans le supermarché. Ce que tu achètes, c'est le cadre, les rencontres que ça va te procurer, le DJ, le lieu, etc., etc., etc. Normalement, les gens parlent pas trop de prix dans les boîtes de nuit. Moi, je préfère rentrer dedans parce que je pense que malgré qu'on est en France, l'argent, ça ne doit pas être un sujet qui est tabou. C'est important de comprendre que voilà, quand tu viens faire la fête, viens pour une atmosphère, pour une ambiance, pour un moment magique. Tu viens pas pour la bouteille de champagne. La bouteille de champagne, c'est un prétexte pour aller en fait faire la fête, venir avec tes amis, rencontrer des gens, être bien installé à une table. Si tu veux pas de table, enfin pas de bouteille, tu prends pas de table et tu es dans la fosse et tu passes un très bon moment aussi. Voilà, ce que tu achètes, c'est plus le moment et la réunion des personnes que vraiment le flacon. Parce que tu vois, même une très belle référence comme le Cristal Roderer, que à titre perso, je trouve vraiment très sympathique en termes de design, puisque bon, voilà, moi je ne bois pas, donc je ne vais pas pouvoir trop te parler de goût. Quand tu vois qu'un flacon donc de Cristal Roderer, c'est 750 euros, quand tu vois le salaire moyen, c'est vrai que ça paraît totalement dingue de dépenser cette somme-là. Maintenant, voilà, tu viens pour un mood, une ambiance, quelque chose. Une expérience, un moment Voilà, avec tes amis, c'est ça. un anniversaire. Est-ce que tu as des anecdotes à nous partager sur tes soirées que tu as déjà vécues, que tu as déjà connues? Est-ce que tu as déjà été dans un mauvais mood ou tu as déjà failli arrêter du coup toutes tes soirées? Est-ce que tu peux nous raconter peut-être deux, trois anecdotes qui se sont passées, soit récentes ou même enfin anciennes? Enfin, des trucs qui t'ont marqué, tu vois? Alors, pour être transparent avec toi, au début, à chaque fois qu'on faisait une soirée, à la fin, on se disait, bon, cette fois-ci, on arrête, on n'en peut plus, c'est trop compliqué, voilà. Non, maintenant, ça n'arrive plus, enfin, quoique, quelquefois, on fait. Mais non, maintenant, c'est un travail à plein temps, donc c'est focus. Des anecdotes un petit peu folles qui me sont arrivées. Une fois, j'ai vendu une table à 30 bouteilles de champagne à un de mes amis qui ne buvait pas d'alcool. Voilà, parce que Juste pour le show. voilà, effectivement, sur un petit moment sympa où il était avec ses amis, il voulait faire plaisir à tout le monde, il y avait beaucoup de monde, il y avait des gens qui étaient vraiment fans, et puis une fois il était venu, il en avait pris 15, et la fois d'après il a dit bon voilà, on en met deux fois plus. et, et voilà, c'est vrai que c'était des moments qui étaient incroyables parce qu'en dehors de la partie financière, évidemment, je lui avais fait un prix super sympa parce que c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, mais en dehors de la partie financière, c'était des moments qui étaient incroyables, même pour moi. C'était extraordinaire, quelque chose de vraiment très brillant, de vraiment très dingue, de vraiment hors du commun, avec toute la fête, tout et tout. C'est assez exceptionnel. Et voilà, donc quoi d'autre, des anecdotes, on voit de tout dans les Il y en a soirées. tout, Moi, il j'ai y en a été tout, menacé tout. de mort des dizaines de fois. Bon, après, j'ai la réputation
être un petit peu dur dans le travail, donc de pousser un petit peu les gens dans leur limite, pas par manque de respect, mais plus, tu sais, quelquefois dans la manière dont ça peut être un petit peu mal À pris. se laisser emporter en gros. Non, pas se laisser emporter, mais tu sais, quand tu Être- risques beaucoup d'argent, puisque Ouais. notre travail, c'est de risquer de l'argent sur un événement et de l'organiser et de ramener du monde. Voilà. Donc, quand tu travailles pendant 3 mois sur quelque chose dans lequel tu risques beaucoup d'argent, quand tu as quelqu'un qui travaille pour toi, qui fait pas ce que Ouais. tu lui demandes, ça peut être un petit peu, euh, tu vois, tu es à fond dans ce que tu fais. Donc voilà, c'est un petit. Maintenant, pour te citer d'autres anecdotes, voilà, on a tellement tout vécu, tout vu, voilà, des gens qui sont partis sans nous payer, des tables à plusieurs milliers d'euros. Donc après, Ah ouais. on a dû les appeler, etc., etc. Donc voilà, ça nous est arrivé, bien évidemment. Une anecdote qui nous est arrivée, c'est qu'on s'est fait voler le logo de notre soirée. Donc, c'est-à-dire qu'à la terrasse, chez Maxime à l'époque, la veille d'une soirée, des anciens associés à nous nous ont appelés, nous ont dit voilà, si vous ne payez pas 10 000 euros aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire votre soirée demain parce qu'on enverra un huissier de justice et pour dire que vous utilisez une marque qui n'est pas à vous. Ah ouais. Comment ça, une marque qui n'est pas à nous? C'est moi qui ai designé le graphisme sur Snapchat à l'époque parce qu'on n'avait pas d'argent pour payer des graphistes. Donc c'est moi qui l'avais dessiné sur Snapchat pour te dire à quel point quand on avait 18 ans, on est parti de rien. Et ils ont dit ouais mais c'est comme du coup on a dû payer avec de l'argent qu'on n'avait pas. Donc, on a dû emprunter de l'argent parce qu'à l'époque on n'avait pas. Et, euh, et après du coup on les a attaqués en justice et 2 ans et demi après on a gagné. Et on a récupéré le logo et ce qu'on leur avait donné. Mais ça a été assez lourd, ça a été des moments de doute, ça a été très compliqué, on s'est beaucoup remis en question. Et je pense que c'est ça aussi la vie d'un entrepreneur et de quelqu'un qui essaie de créer et de faire des choses. C'est qu'à plusieurs reprises, comme tu dis, hauts, il y a des bas. Quelquefois, ils sont financiers et c'est pas forcément facile, mais ça forge beaucoup. Et ce que je te disais, c'est qu'en 3-4 ans de nuit, nous ça fait déjà 6 ans, mais en 3-4 ans de monde de la nuit, tu apprends comme si tu avais déjà travaillé 30-40 ans dans une société classique parce qu'il t'arrive tellement de choses dures et c'est vraiment un milieu qui est quand même assez dur, faut le rappeler, même si c'est sympa et que c'est festif. Voilà, tu vois des gens qui prennent de la drogue. Alors, nous, on condamne la drogue, on est totalement anti-drogue. Toutes les drogues, si on voit quoi que ce soit dans notre soirée, on demande aux gens de sortir directement. Maintenant, l'idée, tu as des anecdotes de chefs de rang qui essaient de faire des grosses surfactures. Donc, tu sais, par exemple, les 600 euros, ils essaient de la vendre à 2000 euros, ils gardent l'argent que le client se fasse voler, donc c'est un travail de longue haleine. Parce que les chefs de rang, vous les connaissez quand même, vous les côtoyez. Les chefs de rang, on les connaît, mais en fait, le but d'un chef de rang, c'est de mettre le plus d'argent dans sa poche et le moins d'argent dans la caisse de l'organisateur. Parce Et que lui, du coup, il prend l'argent, il se prend une rémunération, Un il se prend un tips. pourcentage. c'est pas sur, ça, c'est un tips. Sauf que quelquefois le client est au courant, quelquefois le client n'est pas au courant, et quand le client n'est pas au courant, bah, c'est un peu gênant. Donc nous, notre travail, c'est de faire en sorte que le chef de rang, le tips, on soit sûr et certain qu'il a été donné par le client et pas qu'il a été volé. Pareil, je vais pas citer de nom, mais tu sais qu'il y a des chefs de rang dans Paris, pas chez nous évidemment, qui créent des fausses stars sur leur téléphone avec des faux prix pour montrer les prix aux étrangers avec Ah ouais, d'accord. un faux prix. T'es dans un monde qui est très 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 compliqué et auquel il faut faire très attention. Donc, c'est-à-dire que si toi, ce soir, tu vas dans X ou Y boîte de nuit et qu'ils ne te connaissent pas, il y a possibilité que le Magnum il soit affiché à 900 euros, alors que moi, ça va être affiché à 600 euros. Alors, il faut faire attention. Donc, c'est le monde de la nuit, c'est un monde de requins. Maintenant, nous, voilà, je vais te parler un petit peu de notre business model. Tu me demandais tout à l'heure, notre business model, il est basé sur pourquoi on se rend compte que être gentil avec les gens, être bienveillant, être sympa, au final, long terme, c'est là où les gens vont se sentir le mieux et c'est là où ils vont revenir le mieux. Et ça surprend beaucoup de gens que nous soyons gentils, sympas, cool et tout. Et pour te dire, moi j'ai la réputation auprès de mes équipes d'être quelqu'un qui offre énormément. Au début, ils étaient choqués, et puis l'impression que c'était Adrien, c'est logique. Alors, à l'époque, pour t'abuser, quelquefois il y avait des 600 personnes, j'offrais 400 verres. C'était pas forcément très rentable, mais on était dans une période de fidélisation. Et je vais te dire quelque chose, moi je préfère considérer que notre business model il est un petit peu comme celui des casinos. C'est-à-dire que on offre beaucoup à ce qu'on va appeler les gros joueurs. Nous, à nos clients, peu importe, prennent des tables ou pas, on va leur offrir des verres, on va leur offrir l'entrée. Viens, 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 avec plaisir, viens, avec plaisir. Tu viens quand tu veux, tu passes avec tes amis, je vous accueille, je vous fais la queue, je vous donne des verres, je vous donne des shots, voilà. Donc, déjà, on sait que on prend un deuxième verre, un troisième verre. Donc, à ce moment où on prend un verre, on est déjà rentable. Et même si on n'est pas rentable, c'est pas grave. Parce que du coup, la fois d'après, quand ils vont se dire, bon, bah, j'ai envie de fêter mon anniversaire ou j'ai envie de sortir, ah bah attends, la dernière fois je suis allé à cette soirée, ce garçon il est sympa, il m'a offert un verre, bon bah on va passer le voir, on va lui donner un peu de force, etc. Et c'est vrai qu'au final, moi ça me fait plaisir parce qu'on offre vraiment du plaisir et du bonheur aux gens quand on leur offre quelque chose. Eux ils sont contents et ils sont super surpris parce que t'as aucune boîte de nuit qui fait ça. Et les gens, limite, quelquefois ils me disent, mais je comprends pas, tu veux, quand c'est des filles, ils pensent que peut-être je suis intéressé, quand c'est des garçons aussi. Et je leur dis, je vous rassure pas du tout.
Voilà, moi mon but c'est vraiment que vous passez notre lieu, notre soirée avec vos amis là. C'est un moment où vous les dites je suis en train de sortir. Et en fait d'être souriant, d'être sympathique et de vraiment toujours avoir cette idée de vendre le moment le plus cool et le plus dingue possible et surtout sympa où les gens se sentent bien, c'est ça qui est notre ADN et c'est ça qui est que ce soit à Babylone, à la terrasse, à Red Private Room, à Factory ou ici à l'Hôtel Marquis. Alors du coup, dis-moi un peu toutes les marques que tu as, enfin, qu'est-ce que tu représentes, c'est quoi tes directions artistiques, comment tu gères une soirée à 1000%, c'est quoi une soirée réussite pour toi? Explique-nous un peu du coup. Alors aujourd'hui effectivement on a plusieurs marques. Donc notre marque principale elle s'appelle Babylone. Donc Babylone qu'on a créé il y a un peu plus d'un an et demi. Babylone qu'on fait à Paris donc à l'heure actuelle soit à Solum, soit au Palais de Tokyo, soit au Bridge, notamment au Palais de Tokyo au Bridge. Mais on a également organisé un World Summer Tour cet été, donc c'est-à-dire qu'on a fait une quinzaine de destinations dans le monde entier pour faire notre événement Babylone, donc notamment Londres, Madrid, Malte, Mykonos, Ibiza, Ah ouais. etc., Saint-Tropez, etc., etc. Bref, vous trouvez ça sur leur Instagram de Babylone avec l'ensemble du World Summer Tour. Ça, c'est une soirée qui est Deep House. C'est la Deep House, Afro House, avec des artistes en général assez connus, donc connus dans le monde entier. Et aussi, donc, pour ce qui est warm-up et closing, des artistes un petit peu émergents qui soient parisiens. On a une deuxième marque qui s'appelle Factory, donc là qui est beaucoup plus mélodique techno, ou avec qui on fait également des associations avec d'autres soirées. Donc on a fait notamment une association avec Switch, qui est une des plus grosses soirées de Ibiza, avec Amor, qui est une grosse soirée en France, etc. Donc voilà, différentes. Ça c'est au Club La Nuit, donc boulevard de la Madeleine, qui est un club qui nous tient à cœur, puisque c'est là où on a commencé Babylone. On a aussi Red Private Room, qu'on faisait à la boîte de nuit Tabou et qu'on fait à l'heure actuelle au Bonnie Club, donc le 15e étage du rooftop du So Hotel. C'est un lieu qui est magnifique, prenons le son. Donc ça c'est incroyable. Là c'est Deep House un petit peu plus commercial si je peux dire. On a également la marque La Terrasse qui est notre marque de cœur puisque c'est la marque avec laquelle on a commencé. Donc chez Maxime, c'est qu'on fait maintenant à Bagatelle. Là pour le coup c'était purement généraliste et commercial et maintenant c'est deep commercial. Mais voilà, avec vraiment l'ADN commercial qui ressort. Moi c'est celui qui me plaît le plus à titre personnel. Du coup, en termes de soirée, tu nous as dit que par exemple hier, enfin la soirée d'hier avec Ugel, tu as travaillé 3 mois dessus. Comment tu te concentres sur les soirées que tu organises en gros? Comment tu délègues? Comment tu te concentres en termes de Alors, chiffres, en termes de, donc de direction artistique? pour Ugel, effectivement, ça fait 3 mois puisque les bookings, ça se lance même un petit peu plus que ça, hein, ça lance 6-8 mois à l'avance, les DJ Ouais. de ce mood-là. Pour revenir sur ta question sur comment une soirée réussie pour moi, c'est un cocktail de plusieurs choses. C'est notamment le fait d'avoir une bonne ambiance. Ça, c'est la clé. Pour avoir une bonne ambiance, il faut évidemment de la bonne musique, des bons participants qui viennent avec un bon mood, le cœur. Voilà. Il faut aussi une bonne répartition entre les gens des tables et les gens de la fosse. Si t'as que des gens des tables, bah, ils vont pas rester. Si t'as que des gens de la fosse, c'est sympa, mais c'est pas forcément très rentable. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu des gens de la fosse et des gens des tables pour que vraiment la soirée, elle prenne, qu'elle soit sympa, avec un bon mélange entre les filles, les garçons, entre les gens qui viennent consommer, les gens qui viennent passer dans l'événement. Et voilà, de réussir en fait d'avoir une clientèle assez homogène. Alors homogène pas parce qu'ils se ressemblent, parce que le but c'est d'avoir justement des gens d'ici qui se rencontrent, mais homogène dans le sens où il y a une bonne réunion entre voilà, les gens qui viennent pour la vibe, les gens qui viennent pour danser, les gens qui viennent pour être un peu plus calmes, les gens qui viennent pour les tables. Et en fait, vraiment, de réussir à créer une crowd, donc c'est-à-dire une foule un petit peu motivée et qui kiffe et qui passe un bon moment avec aussi une expérience. Aujourd'hui, c'est ça qui est important. Donc, à travers des shows visuels, donc si pourquoi pas, des petites animations, ça plaît toujours aux gens. Tout ce qui est live, notamment ce qu'on fait à Bonny. On fait généralement des On voit de plus en musiciens plus live. Voilà, Ouais. donc soit qui font de la trompette, soit on fait aussi à Babylone. Le drum aussi. Voilà, exactement. Donc, DJ ce qui est vrai, c'est que vraiment pour créer une bonne soirée, il faut tout ça, il faut aussi un bon staff, il faut aussi des équipes qui soient ravies et contentes d'accueillir la clientèle. Ça, c'est quelque chose qui est très important dans notre métier. On est sur un travail d'hospitalité. Donc, le but, c'est, on va dire, de les recevoir dans les meilleures conditions, qu'ils se sentent bien, qu'ils se sentent à l'aise, qu'ils soient contents et surtout qu'ils se sentent vraiment bien accueillis. Donc, avec un côté toujours haut de gamme, même si on peut être proche de certains clients. Toujours avoir un petit peu ce recul en n'oubliant pas qu'on est à leur service et vraiment là pour leur faire passer un bon. Tu vois, on a notamment une équipe de chefs de rang qui sont là pour le coup, nos chefs de rang qui sont vraiment excellentissimes. On a notamment un garçon qui gère un petit peu tous nos chefs de rang, qui est le chef de rang responsable, si je peux dire, qui s'appelle Fatih.
travaille au Rasputin et qui a vraiment, on va dire, les meilleurs codes et la meilleure façon de faire avec les clients. Ce qui fait que voilà, il y a beaucoup de nos clients qui reviennent aussi pour le voir lui, pas que nous, parce qu'ils savent qu'ils vont être vraiment très bien accueillis, bien servis, avec, tu sais, on va dire, un petit show avec les verres, les glaçons, un service avec le verre dans la bouche, Les étincelles, etc. tout etc. ça. Voilà, Ok. c'est ça. Et ce petit show, ce petit truc, c'est pas grand-chose, mais c'est vraiment toujours la magie qu'on souhaite vendre et la magie qu'on souhaite procurer aux gens, quoi. Est-ce que tu as une signature quelque part avec tes projets? C'est quoi en termes de budget ce que tu proposes sur tes soirées? Est-ce que sur Babylone, tu as vraiment un gros budget, plus centré sur la communication, plus centré sur les guests? Est-ce que tu proposes un peu moins de budget du coup sur tes autres soirées pour faire un peu plus de rentabilité? Comment tu gères du coup tout ça? Alors, c'est une bonne question, effectivement. Nous, ce qu'on fait, c'est que on voit pas forcément les choses de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on crée un projet et on essaye de mettre tout ce qui est nécessaire pour ce projet pour évoluer, donc que ce soit Factory, Babylone, Red Private Room, La Terrasse ou même Hotel Marquis Club. On budgétise pour voir un petit peu ce dont on a besoin pour que ça fonctionne et puis on voit si ça peut rentrer dans les rentrées. Et si jamais si on se rend compte que c'est faisable, bah, on fait l'événement. Sinon, on ne fait pas l'événement. Donc on se bride pas en se disant voilà, sur cette soirée on met que tant ou sur cette soirée on met que tant. On se dit plus, bon bah voilà, pour ce projet qui se réalise, il faut ça. Est-ce que on pense qu'on peut réussir? Si on pense qu'on peut réussir, on y va. Si on ne peut pas réussir et que c'est trop pour nous, on n'y va pas. En gardant en tête voilà, qu'il ne faut pas mettre en danger sa santé Ouais, bien financière. sûr. Parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui réussissent à faire des choses, mais au final, quelquefois, ils prennent le risque de trop. Et le risque de trop, il peut en fait entraîner beaucoup de choses. Donc l'idée, c'est plus toujours voilà, faire attention, limiter les risques. C'est aussi pour ça qu'on fait sur la plupart de nos événements des billetteries payantes et des pré-encaissements. Un petit peu assurer le fait que les clients vont venir. Tu vois, par exemple, hier, avant d'ouvrir, on avait déjà vendu 1000 tickets. Forcément, c'est un petit peu plus rassurant que si avant d'ouvrir, tu as vendu tickets et que si les gens ne Ah se ouais. présentent pas à la porte, bah voilà. Donc, sur les différentes soirées, on est sur des risques différents. Comme tu dis, en fonction de la taille de la marque, forcément, c'est lié. Et voilà, à l'heure actuelle, en montant, ça fonctionne bien, on se développe. Il y a des marques qui sont en cours de développement, donc forcément, on ne cherche pas forcément la rentabilité à tout prix. Puis il y a des on se dit, bon bah voilà, là on atteint une maturité dans laquelle maintenant on peut générer des profits. Maintenant, l'idée, c'est toujours d'avoir des projets rentables, de faire sur le long terme et de faire en sorte que la clientèle puisse revenir et donc que les prix soient cohérents et que ce ne soit pas trop agressif. Du coup, tu comptes viser long terme en fait avec tes projets, tes business. Pour en finir, combien de temps il te reste dans le monde de la nuit? Combien de temps tu te vois encore dans le monde de la nuit? Est-ce que justement tu as une petite idée en tête? Est-ce que tu prends des vacances? Est-ce que tu prends du temps pour toi? On n'a pas trop parlé de ta vie personnelle, mais bon, c'était pas non plus trop le sujet. Explique-nous un peu peut-être un futur PA du coup. Alors, pour être transparent avec toi, chaque année, je me dis, bon, bah, potentiellement, c'est peut-être la dernière, comme ce que je t'avais dit au début. Et puis, régulièrement, je me dis, allez, je fais encore 2 ans. Tu vois, j'annonçais Ouais. à mes amis en 2018, c'est 2022, 2023 maximum. Là, on est C'est déjà en on est 2025 déjà en bientôt. 2025 quoi. Donc, voilà. Là, encore aujourd'hui, je vais peut-être te dire 2027, et puis ça se trouve en 2032, je serai encore là. Ok. Alors que, potentiellement, ça se trouve à la fin de l'année, j'arrête. Tu sais, c'est un monde où rien n'est sûr et il faut garder en tête que ce monde-là voit passer des gens. Il y a des gens qui restent, il y a des gens qui restent pas. Moi, pour l'instant, ça me tient à cœur, ça me plaît et je suis très content. Donc, je suis ravi d'évoluer dans ce milieu-là et je me vois encore dedans pendant plusieurs années. Maintenant, si l'opportunité se présente, je suis toujours ouvert pour créer de nouvelles choses, développer de nouveaux projets, quel que soit le secteur et quel que soit le domaine. Ok. Pierre, merci en tout cas de nous avoir accueillis. Du coup, Hôtel Marquis Club, c'était un plaisir d'échanger avec toi. C'était très enrichissant. C'était vraiment incroyable. Merci encore pour hier, Merci à pour la toi. soirée Babylone. Si tu as peut-être un petit message à faire passer à tous ceux qui nous regardent. Si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à venir nous voir, que ce soit Babylone, Red Private Room, Factory ou La Terrasse. Voilà, vous pouvez retrouver donc, sur nos réseaux sociaux de toutes ces marques-là directement sur Instagram ou alors sur mon Instagram personnel, PierreAD12. Et puis vous pouvez également venir quand vous le souhaitez à Hôtel Marquis Club. On sera ravis de vous accueillir. C'est également un lieu qui se privatise, que ce soit pour des événements d'entreprise, pour des anniversaires ou pour des organisateurs comme moi. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, on a aussi un Instagram. On mettra les réseaux sociaux juste en dessous de la vidéo en description. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo, c'était super. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se retrouve à très bientôt pour le prochain épisode.